Quartiers de demain, c'est aussi l'ambition de faire bouger les lignes de ces quartiers, de repenser leur fonctionnement et parfois leur fonction tout court. Ces quartiers, ils sont à la base conçus comme des zones monofonctionnelles avec des habitations familiales plutôt de grande taille. Et désormais, la ligne entre logement et activité, eh bien, elle ne cesse d'être redéfinie. C'est tout l'objet de la discussion que je vais avoir avec mes 4 invités. Dominique Perrault, bonjour. Vous êtes architecte fondateur de l'agence DPA. Vous vous êtes penché sur le cas de Pessac et de sa fameuse Tour 08. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, Sébastien Martinez-Parra, bonjour, de l'agence DPA également. Caroline Poulain, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes architecte, cofondatrice de l'AUC. Vous avez travaillé, vous aussi, sur ce quartier de Sège, à Pessac. Et enfin, Achille Bourdon, bonjour. Vous êtes architecte associé chez Civil Architecture. Vous avez travaillé sur le projet du quartier des Sablons au Mans. Et merci beaucoup d'être là également. Alors, question très vaste pour commencer. Dans un bâtiment, comment est-ce qu'on fait pour penser justement une diversité d'usages ? Comment est-ce que ça se traduit d'un point de vue architectural ? Dominique Perrault, je vais vous poser la question. Caroline est meilleure. Caroline est meilleure, vous pensez ? Bon, alors ce sera Caroline Poulain. C'est Dominique Perrault qui anime, hein, vous avez remarqué. Alors, si on parle de la transformation d'un bâtiment existant, ouais. Si c'est la ça question, la manière de rentrer dans la question, on va dire qu'il y a plusieurs axes. Le premier, c'est d'essayer de comprendre quels sont les potentiels de ce bâtiment, qu'est-ce qu'on fait de l'héritage de cette architecture et comment cette architecture peut se transformer ou évoluer ou se réinvestir autrement. Donc ça, c'est un peu la première chose, c'est d'essayer de vraiment comprendre quel est ce bâtiment, et bien comprendre ses finesses pour pouvoir ensuite voir comment on peut amorcer ou pas ou une série de transformations de la manière la moins interventionniste vers éventuellement des choses plus radicales, dans le côté radical, transformation plus radicale. Ensuite, il y a autre chose, c'est en général, c'est de voir quel programme et quelle capacité a ce bâtiment. Donc, faut-il l'étendre, rester à l'intérieur, selon le programme qu'on peut définir ou qui a été donné par une maîtrise d'ouvrage. Dans le cas de Pessac, chaque équipe pouvait travailler avec les différentes compétences à l'élaboration d'un programme. Voilà. Donc je pense que si on regarde bien les différentes propositions à Pessac, on n'a pas tous la même programmation d'investissement des bâtiments. Et puis après, il y a une dernière chose auquel nous, on tient beaucoup et qui renvoie à la question de la capacité des programmes, c'est quels usages et comment on arrive aussi à construire des communs ou en tout cas des articulations entre les choses qui sont là aussi pour articuler des programmations complémentaires ou qu'on peut additionner ou qu'on peut à des moments partager ou rendre plus perméables. Dominique ? Donc effectivement, pour poursuivre, il y a un peu de regard qui se croisent. Il y a le regard du lieu et le regard du lien. Et ça, je dirais, ça fonctionne à peu près dans tous les secteurs de jeu. C'est-à-dire ça peut aussi bien être social que économique, qu'architectural, que programmatique, etc. Et donc le lieu, évidemment, c'est l'élément qui nous est donné. Quand je dis le lieu, je parle du lieu dans sa dimension holistique. C'est-à-dire, c'est pas le lieu au sens du terrain, c'est le lieu au sens du paysage dans lequel, évidemment, l'architecture s'installe et dans laquelle elle conditionne également. Donc ça, c'est un élément très important. Et ce que je voudrais dire sur Pessac, ce qui était assez surprenant, c'est que ce n'est pas D'abord, c'est un petit grand ensemble. Et ce n'est pas un grand ensemble désespérant. Donc la situation n'est pas désespérée. Ce qui est quelque chose vraiment qu'il faut absolument, sur lequel il faut être vraiment vigilant et qu'il faut préserver et qu'il faut, je dirais, amplifier d'une certaine façon. Donc ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que il y a en fait une espèce de naturalité, si je puis dire, de ce lieu qui fait qu'on peut
travailler avec, le régénérer, disons, et également développer des liens qu'il n'a pas aujourd'hui, ce qui est assez surprenant. Et là aussi, c'est plutôt une analyse un peu géographique. Lorsqu'on regarde la carte, on se demande, mais pourquoi personne ne traverse ce quartier de Sèges, alors qu'il est au carrefour de multiples, si je puis dire, circulations, et non des moindres. Voilà, donc le lieu et le lien. Achille Bourdon, sur cette question de la diversité d'usage, comment est-ce qu'on la réinjecte, la réinvente ? Nous, le sujet, en effet, il était un peu particulier parce qu'on nous demandait de programmer un bâtiment de bureau et de commerce dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Et ça renvoie à une question historique, c'est quelle est la relation entre la fonction habitat et la fonction travail. Donc on a partitionné les choses et puis on est en plein dans l'histoire parce que définir la programmation, c'est-à-dire les usages qu'on projette dans un bâtiment, finalement c'est quelque chose qui appartient historiquement à une espèce de vision descendante de l'État qui s'est construit dans les grands ensembles, puisque la programmation a été inventée à travers la question des plans d'action massifs pour la question du logement en France, et on proposait des objets très simples finalement, des visions tétriées, très partitionnées. Et le paradoxe de se pencher sur un immeuble de bureau en plein QPV, c'est que par ailleurs, le marché de bureau est en berne en France. Donc il y avait une vraie question fondamentale, quel est le lien entre les zones résidentielles, les quartiers résidentiels et les immeubles pour le travail. Et donc on est très intéressé que cette question, elle appartienne à l'architecture, à la question du site, à la question du bâtiment, et qu'on puisse programmer à partir de ce qu'est un espace, porter une vision. Et donc ça engage en revanche, parce que cette responsabilité portée par l'État, elle avait été dans la loi historiquement basculée vers la maîtrise d'ouvrage, et on a dissocié la mission de l'architecte et la mission de programmation. Donc savoir comment reconquérir ce terrain de proposition qui est issu du bon sens fin de ce qui vient d'être dit, la situation, les acteurs, la physionomie du bâtiment, une attitude constructive, c'est-à-dire au sens la rénovation sobre, dosée des investissements, entre guillemets, tout ça appartient vraiment au projet. Donc c'est très satisfaisant de se poser la question, mais ça engage. Et cette question, il faut la peser parce que la complexité est gage de stabilité, mais elle est aussi en fait une question qui pose des problèmes d'héritage, d'inertie. Donc elle est, entre guillemets, une question en elle-même, la question de l'hybridation. Elle insère le bâtiment, mais finalement, elle le restitue à un temps long et elle oblige également le porteur de projet et l'architecture à s'inscrire dans ce temps long pour accompagner les évolutions. Donc voilà, l'hybridation, c'est vrai que nous, sur Le Mans, ça a été une question, puisque il était question surtout de créer une forme de stratégie de programmation, une stratégie d'investissement, tout en posant la porte, entre guillemets, l'ouverture, à ce que la collectivité puisse entre guillemets, se désinvestir de cet immeuble pour le travail qui, à l'accoutumée, est donné aux sphères privées d'investisseurs. Enfin, et là, la collectivité était investisseur du projet. Donc, tout à coup, nous, on a essayé de poser une stratégie pour qu'elle puisse, de manière pérenne, garder la maîtrise du socle par une architecture de socle, une halle, qui pouvait être programmée de manière évolutive dans le temps, et à la fois qu'elle puisse se dessaisir avec une attitude très stratégique et parcimonieuse, très opportuniste, des étages qui ont vocation à être portés par le privé. Donc, c'est une question vraiment qui se pose à l'échelle de la stratégie urbaine en réalité. Et c'est ce défi-là que Quartier de demain, moi je pense, doit vraiment, entre guillemets, aborder pleinement. C'est la solidarité de toute cette coordination de chaîne de programmation entre la vision de l'État, de la rénovation urbaine, la vision du projet urbain et comment un projet s'insère, et la vision architecturale qui doit permettre à cette architecture de finalement avoir gagner une capacité de rénovation, de souplesse, d'évolutivité en fait. Voilà. Sébastien Martinez-Parra, pardon. Cette question je reviens sur l'idée du lieu et du lien qu'évoquait Dominique Perrault. Cette question de l'hybridation, elle permet aussi peut-être de reconnecter ces espaces à un territoire plus grand. On le disait tout à l'heure, le cas de Pessac est assez éloquent en l'occurrence, puisque effectivement, on pouvait se demander un peu pourquoi personne ne traversait cet endroit. Donc cette idée d'hybridation, elle permet aussi d'activer quelque part cette dimension-là. Exactement. Enfin, je pense qu'il y a deux questions, il y a deux sujets qui sont un peu connexes. Il y a la question de la structure même du bâti, c'est-à-dire ce qu'il a comme potentiel. Je pense que la connaissance vraiment de la structure, c'est-à-dire la quantité d'espace, non pas en mètres carrés, mais en mètres cubes, en volume, penser les choses en volume.
penser leur potentiel, je dirais, d'évolution, mais d'un point de vue très technique. Qu'est-ce qui peut rester, qu'est-ce qui peut être détruit, permet de penser la programmation non pas comme quelque chose de fixe, de stable et de décidé ad vitam, mais quelque chose qui peut créer des alliances avec ce qui est en dehors du quartier ou ce qui est à côté du quartier, qui peuvent être mobiles, qui peuvent se réagencer. Je pense que cette culture de la programmation, qui est issue du mouvement moderne, en affecte une fonction. On disait une fonction, on ne disait même pas un usage, une fonction, un espace. Et il y avait cette idée que les deux étaient finalement conçus pour aller ensemble. Et quand la programmation, la fonctionnalité périclitait, l'espace se trouvait un peu vide. Je pense que nous, quand on est dans une transformation de bâti moderne, finalement, la question elle se pose différemment. C'est vraiment cette question du potentiel, mais du potentiel aussi d'évolution, c'est-à-dire ne jamais fixer les choses et penser vraiment les bâtiments comme des environnements en eux-mêmes, à même d'offrir finalement et de se régénérer sur eux-mêmes. Et cette idée d'une temporalité que l'on vient rentrer dans l'objet architectural, elle est extrêmement importante du point de vue de la programmation. Donc, c'est-à-dire déterminer les choses, mais ne pas trop les déterminer. Enfin, cette balance entre le déterminé et l'indéterminé, elle est assez fondamentale pour que les alliances, finalement, perdurent et puissent se régénérer au-delà de nous, au-delà du projet, et continuer à faire quartier. Caroline Poulain, je vous voyais opiner sur cette idée que l'usage ne doit pas être je pense que ce qui est assez intéressant avec la transformation, c'est que d'emblée, comme on est dans un mécanisme d'appropriation et de projet, parce que c'est pas parce que le bâtiment est existant qu'il y a vraiment un enjeu de projet, mais quand même le fait de transformer un bâtiment déjà oblige une attitude qui n'est pas la même que si on était dans la construction d'un programme neuf. Donc c'est là où ça renvoie, et là je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sébastien, ça renvoie d'emblée à une évolutivité, puisqu'on est en train de se poser la question de l'évolutivité d'emblée. Donc c'est pour ça que je pense que c'est ça qui est très intéressant dans le fait de pouvoir qu'aujourd'hui les agences et qu'il y ait tout ce champ de la transformation qui s'ouvre. Et ça va bien au-delà de la thermique des façades. Comment on se réapproprie ces bâtiments, ces monuments, et comment on fait projet vraiment au sens fort du mot. Ce qui pose des questions. Oui, Dominique Perrault. Oui, on fait œuvre de création. Il ne faut pas avoir peur du mot. Et justement, en faisant cette œuvre de création sur l'architecture, c'est très intéressant parce que cette dizaine de projets, enfin cette trentaine de propositions, remet un petit peu l'urbanisme à sa place, quoi. C'est-à-dire que on apprend plus du point de vue urbain au travers de ces projets régénérés, qui sont de l'architecture, qu'au travers des projets urbains qui sont, malgré eux, plus technocratiques dans leurs résultats. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui me plaît dans cette aventure, c'est que l'architecture reprend ses droits. Et elle trouve aussi sens au-delà d'elle-même. Sur le paysage, on parle de la programmation, on peut parler d'économie, on peut parler d'urbanisme, etc. Mais ça part de l'architecture. Moi, je trouve ça pas mal. Gilles Bourdon, vous partagez cette idée que l'architecture est un levier intéressant pour comme ça actionner plein de dynamiques, qu'elles soient effectivement économiques, sociales, démographiques, etc. Oui, l'architecture est évidemment une forme de synthèse indispensable pour ce qu'on dit faire projet. Finalement, c'est finalement peser, mesurer, associer, dissocier, choisir, arbitrer dans une myriade de choix possibles. Et finalement, c'est presque cette capacité de dominer la complexité, de prendre position sur le réel, en fait, sur ces multiples dimensions de l'architecture, c'est une faculté qu'il faut cultiver et qu'il faut célébrer. Donc, quand on dit l'architecture reprend ses droits, on est quand même en train de finalement chercher à comprendre dans quelle mesure un projet répond à une problématique d'ensemble qui est très large par un aspect très concret, une forme de... Et donc, il y a des
il y a une dimension d'utilité qui est intrinsèque à l'architecture dans sa manière d'être pensée, et qui a un savoir-faire à part entière de venir prendre ces différentes dimensions. On a parlé de société, d'économie, de paysage, d'héritage, d'histoire, de vécu. On a été dans cette consultation très au contact des habitants avec leurs aspirations et leurs craintes, leurs désirs. Et d'une certaine manière, faire synthèse, c'est très, entre guillemets, nécessaire, puisque sans quoi on abandonne une partie du problème. Peut-être que l'architecture, elle montre, par rapport au projet urbain qui embrasse large et peut-être parfois manque de ramener la solution à quelque chose de tangible, proche des attentes, des usages, des usagers. Là, c'est vrai qu'il y aura une concrétisation de cette... et l'architecture renvoie à la question par la petite porte, mais à la question de l'urbanisme, en fait, en effet. Et à ces leviers de prendre l'héritage et ne serait-ce que de faire un choix de conserver l'identité d'un bâtiment ou de le transformer, c'est prolonger l'identité, la remettre sur les rails ou décider qu'il faut y renoncer pour réinventer une histoire neuve. Ces aspects-là sont vraiment impactants pour la vie des gens. Donc en réalité, c'est ceux qui sont derrière des décisions d'urbanisme et qui ne sont pas nécessairement figurés d'une manière aussi précise que les gens peuvent se positionner. Là, on a été sur des maquettes à une échelle très grande où les gens, les habitants, les usagers ont pu finalement se projeter. Et donc, on est dans ce dialogue qui est très riche et qui célèbre un peu le besoin d'agir de manière très stratégique. Nous, c'est vraiment là-dessus qu'on a voulu agir. C'est qu'on a essayé d'installer une réponse dans une dimension historique, dans une dimension de rénovation urbaine, en élargissant le périmètre au-delà du bâtiment et en insérant la réflexion sur le bâtiment dans un temps long, c'est-à-dire en répondant à l'usage d'aujourd'hui, mais potentiellement celui de demain. Et c'est cette complexité-là qui finalement se résume par ni plus ni moins qu'une opération, c'est une offre, une maquette, un bâtiment, tant de mètres carrés, tel type de façade, voilà, quelque chose de très très factuel. Et je pense qu'il faut prendre le temps d'analyser et de regarder quelle est la capacité de ce mode d'action à venir enrichir la rénovation urbaine, le dispositif de rénovation urbaine. Comment l'architecture peut programmer son propre environnement, comment l'architecture peut finalement impulser des dynamiques. Et je trouve que les projets vont probablement faire la démonstration de ça. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus à ce micro partager un petit peu de l'expérience Quartier de demain. Et merci à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous accueille dans ses murs. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.